Et bien voilà toute l'équipe des experts automoto restaurant dîner spectacle du Casino Batelière Plaza. Je vous parle de l'Arrobas bien sûr. Merci à toutes les équipes de ce super restaurant pour leur accueil un mardi sur deux pour l'enregistrement de nos émissions diffusées chaque vendredi soir à 19h. Et oui, on est en prime time sur Maxi Martinique et en simultané vidéo sur jacamac.fr. Merci à Spin Martinique, merci à jacamac.fr, merci à Label Web qui s'associe à moi pour vous souhaiter un bon dîner spectacle. On souhaite un dîner spectacle à tous les clients qui viennent manger avec nous tous les 15 jours dans ce beau restaurant l'Arrobas à la Batelière, au Casino de Plaza de Batelière. Nous parlons ce soir automoto assurément, la preuve avec JM qui voulait au départ, vous parler des questions posées sur la voiture électrique, parce qu'elle va enfin décoller en Martinique et d'ailleurs en 2025. Mais avec l'investiture de notre ami Donald Trump, on va être obligé de parler un peu d'autre chose, de droits de douane par exemple, et puis des voitures électriques dont les aides vont être supprimées aux États-Unis, quasiment supprimées aux États-Unis. Voilà. On va voir que pour la famille Trump, comme pour la famille Musk, c'est bien arrangeant. Hein, c'est tout à fait entre amis. On parlera donc de rassemblement de familles au dans le futur, voire au-delà, avec le CES 2025, le Consumer Electronics Show, le plus grand salon mondial des nouvelles technologies qui s'est tenu à Las Vegas du 7 au 10 janvier dernier, et on a envie avec elle. Oui, c'est ça, j'ai été. C'est ça. Par la pensée. Bon, en tout cas, sur le papier, il était. C'est le retour de Jimmy Turner qui arrive, et grâce à lui et grâce à Speedy Martinique, nous avons toute l'efficacité de notre partenaire avec ses diagnostics électroniques. On verra la pause à ça exactement. Jonathan Monique nous indiquera quels critères pour choisir son assurance auto pour 2025. Et oui, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. C'est top, hein. Donc c'est une bonne idée, la vraie info. Enfin, Nicolas Aron nous dira tout sur le Paris Dakar 2025 qui vient de se terminer et la fameuse ouverture médiatique de la rencontre d'un baroudeur de la planète qui y lieu pour les 2, 3, 4 jours et qui était aussi. Ouais, j'y étais, le Paris Dakar qui ne part plus de Paris et qui n'en vit plus avec. Ça c'est juste exceptionnel. Alors, on est trop content de savoir ce qui va se passer au festival. On rappelle un truc que l'on adore. La question. La question qui fâche. Voilà, si vous êtes d'accord, ce soir, on va se retirer les questions qui fâchent en rien, parce que ça égaye toute sa soirée. Même à ce moment, je pense. C'est là, on en a à ce temps. Alors, avec plaisir, franchement, avec plaisir. Enfin, c'est vraiment la première, c'est sûr. Voire même peut-être la deuxième. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce petit programme? Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Let's go. Alors, on va écouter, on regarde un petit peu les fiches, et puis. Alors, j'étais mal pour le faire un très bon article aujourd'hui, enfin c'était mardi exactement, puisque nous sommes vendredi, sur l'élection de Nathan. Vous avez regardé un petit peu la télé ou pas? C'était mardi soir? Oui, c'était assez particulier. Mardi soir ou mardi soir, je ne sais plus. C'était lundi soir. Lundi soir, oui. Voilà, lundi soir. Le 20, c'est ça. C'est ça. Alors, vous avez regardé un petit peu, parce que vous revenez en plus pour regarder ce truc. J'ai regardé ce que j'ai pu pour ma part. Après, il y a eu d'excellents résumés de la situation des différents médias. Cette situation qui n'a pas manqué de rebondissements et de prise de décision. Je ne sais plus combien d'annulations de lois ont été faites, combien de grâces ont été accordées en Tout à fait passé par là aussi. Il y a eu un petit moment de flash. Oui. Ouais, non, ça a été vraiment à l'américaine. Hein. Ouais, vraiment à l'américaine, avec fanfare, avec... Un vrai show.
Alors on a vu que les gagnants étaient vraiment des gagnants et on a vu que les perdants étaient vraiment des perdants. Hein. Ouais. S'il y avait des exemples et des tronches, c'était difficile. Il y a même Obama qui est venu sans sa femme, carrément. Oui, on va l'excuser, hein. Visiblement c'était trop dur pour elle. Bon, en tout cas, ça n'a pas traîné, personne n'est dupe, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais l'association fructueuse politico-financière entre la famille Trump et la famille Musk sonne le glas des bonnes résolutions des USA pour notre planète. Ouais. Ils se retirent des accords de Paris déjà. Tout à fait. Première chose. En fait, ce qui me perturbe, c'est qu'ils se retirent des accords de Paris, mais avec joie. Avec joie, et puis avec 1000 milliards en plus. Ouais. Dans la poche on va dire des Américains immédiatement, parce que peut-être qu'ils vont les reperdre un jour, mais immédiatement c'est ça. Alors première victime, le marché automobile mexicain, pas américain bien sûr, mexicain et chinois. Ouais. Puisque, rappelez-vous, avant l'investiture, il avait dit qu'il y aurait 200% de taxes sur ces véhicules, mexicains et chinois. En fait, bon, comme toujours, hein, il déblatère beaucoup de choses très vite. Et puis derrière, l'équipe rectifie. Et puis finalement, ça sera 25%. Donc de droits de douane pour l'entrée des véhicules mexicains et chinois aux États-Unis. Donc en sachant que tout de suite derrière, qui est visé? L'Europe, bien sûr. Oui. L'Allemagne en priorité avec les véhicules un peu haut de gamme et la France, alors, entre autres. Je ne sais pas s'il a déjà annoncé des mesures contre l'Union européenne. Je n'ai pas l'impression, pas encore, en tout cas. Non, mais c'est très clair, c'est prévu et c'est 25% en moyenne, normalement, de taxes supplémentaires pour les véhicules importés. Alors, bien sûr, comme à son habitude, je le redis, l'épargné de Dieu sur Terre, parce que c'est lui qui le dit, hein, c'est Dieu qui l'a sauvé par rapport à ce qui lui est arrivé sur cet acte terrible de tirer sur quelqu'un, bien sûr. Mais enfin bon, pour lui, c'est Dieu qui l'a épargné. Donc il avait annoncé 200%, ça sera 25%. Mais bien sûr, l'Union européenne a réagi tout de suite dans la foulée pour dire qu'elle est prête à défendre ses intérêts économiques. Donc ça veut dire que s'il y a taxe, il y aura taxe aussi du côté européen. Comme ça, on les quitte, hein. Oui, voilà. Totalement. Andrea, c'est le jeu. Équilibre. Après, je pense qu'on n'est pas trop dans les rouages vraiment poussés de la politique. Je pense que ça va plus loin que ça. Donc ça serait compliqué de dire oui, non. Mais dans la logique, oui, ça paraît simple, sauf qu'on n'a pas la même force de frappe et la même puissance. Et que je pense que le marché européen a plus besoin du marché américain que l'inverse, certaines choses. Donc malheureusement, je pense que ça sera quand même compliqué de prendre certaines restrictions assez poussées sur certaines taxes. Bon, on attend l'arrivée de Cadillac, normalement, de Chevrolet, logiquement. Ce sont des marques qui devraient arriver en Martinique, logiquement. Hein. C'était prévu avant l'investiture de Donald Trump. On verra donc si elles arrivent. Elles arriveront sûrement, et puis à quel prix, forcément, puisque... Bon, ça va être compliqué quand même pour le marché de l'automobile dans les mois qui viennent, pour les constructeurs automobiles surtout en particulier. Quand ils sont européens, ça va être compliqué d'aborder le marché américain avec de la sérénité. Ça va être difficile quand même. Ouais. Alors maintenant, oui, Nicolas, non ? J'allais dire, a priori, pour les constructeurs français, pas trop d'impact en tout cas. Ouais, c'est bien implanté quand même aux États-Unis. Hein, donc on vend des voitures quand même. Hein. Avec le marché électrique, en plus, il y avait vraiment des velléités à pouvoir s'installer un peu plus ouvertement sur ces différents marchés des États-Unis. Bon, on verra comment ça va le faire. Alors justement, pour le marché des États-Unis, l'autre problème, c'est qu'il explique qu'il met fin au Green New Deal et donc qu'ils révoqueront le mandat sur les véhicules électriques, suivant ainsi l'industrie automobile et respectant le non-engagement, l'engagement sacré envers les ouvriers américains de l'automobile. En d'autres termes, donc, il a poursuivi en disant « Vous pourrez acheter la voiture de votre choix ». Et les USA construiront à nouveau des automobiles à un rythme dont nous n'aurions jamais rêvé il y a quelques années. Donc on peut dire qu'on met une croix concrètement sur les aides potentielles sur les véhicules électriques. Joe Biden avait prévu 50% de voitures électriques en 2030 aux États-Unis. Donc ça, c'est complètement effacé. C'est terminé. Il n'y a plus de deal là-dessus. Donc si vous êtes américain, vous pourrez acheter votre V8 comme toujours, j'ai envie de dire, ou votre voiture diesel sans aucun problème et polluer la planète. Et pour ce faire, il a annoncé, pour pallier à la dépendance énergétique, il va forer. Voilà, c'est exactement ça, j'allais y venir. Donc de toute façon, ça va avec. Hein. Donc ça et le gaz de schiste. Donc la planète en prendra un coup de ce côté-là, mais bon, après tout, de l'autre côté, on envoie des bombes avec la Russie. Finalement, l'un dans l'autre, on continue la galère. Andrea ?
Fais quelque chose. Je vais révolutionner le marché. Je vais créer mon automobile, je crois. La marque, mon auto, je vais commercialiser tout moi-même. Est-ce qu'elle sera 100% électrique? Elle sera mieux. Elle sera avec du biocarburant. Ah ouais, biocarburant. On va en parler dans une prochaine émission du biocarburant, sûrement dans 15 jours, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie politique aussi de ce côté-là dans certains pays européens. Et on parlera aussi de la différence des taxes entre les différents pays européens, justement, parce qu'il y a des différences de taxes. Quel est le pays qui taxe le plus le consommateur qui veut passer en mobilité, en nouvelle mobilité, en mobilité plus durable, plus vertueuse, on va dire. Mais on va voir, si vous êtes d'accord, on fera le point sur les différents pays et quelles sont les taxes qu'elles imposent. Est-ce que quand on achète un véhicule haut de gamme en Allemagne, est-ce qu'on paye plus de taxes ou moins de taxes qu'en France? Tiens, Nicolas, je te pose la question. Si tu achètes une BM... Par rapport à la France, je dirais que l'Allemagne paye forcément beaucoup moins. Mais honnêtement, je le dis sans le savoir. J'imagine. Eh ben, on va laisser la question en suspens, si vous êtes d'accord, et on verra dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, on a d'autres choses à dire, mais dans 15 jours, on fera le petit test, et je vous poserai des questions à ce niveau-là. Ça vous va ou pas? Oui. Super. On fait une petite transition avec une question qui fâche. Ouais. Alors, on explique à nos auditeurs, hein, donc on a une petite boîte sacrée, là, il y a plein de questions qui fâchent, mais elles fâchent vraiment, hein, donc c'est fait pour parler. Hein. Et puis, on voit ce qui se passe quand la personne a posé la question. Allez, Andrea. On sent que tu as envie. C'est mon moment de... Tu touilles pas, toi, tu prends comme ça. D'accord. La question qui fâche. On la connaît pas. Moi, je les connais pas non plus. Hein. Je les découvre en même temps que vous. La question qui fâche. Waouh. Bon, après, on a déjà abordé plusieurs fois le sujet. Hein. Ah ouais. Il y a des questions qui fâchent qui reviennent. Hein. Les batteries électriques sont l'avenir de l'humanité. J'ai un avis, mais il n'est pas neutre. C'est-à-dire que comme j'ai commencé à travailler sur une chronique à venir, j'ai un peu la réponse et mon avis a un peu évolué sur la question. Initialement, j'aurais dit non et je commence à dire oui. Ah, pourquoi alors? On est curieux de savoir. C'est intéressant. Parce que la recherche fait que la qualité des batteries s'améliore et on commence à trouver des solutions pour... De recyclage. Voilà, notamment le recyclage, oui. Ouais. Dans tous les cas, je pars du principe que quand il y a une innovation sur un marché, un secteur, n'importe quel produit, même que ce ne soit pas forcément lié à l'automobile ou le secteur automobile, toutes les innovations ont une phase de transition où on sait qu'on d'acceptation surtout aussi. D'acceptation, mais c'est un peu... le processus de mettre en place une nouvelle technique, une nouvelle méthode qui doit se faire tester, se faire challenger, et c'est dans ces moments-là qu'on voit les limites de cette technologie et qu'on arrive à solutionner et la développer et la pousser. Donc en fait, c'est très rare d'arriver sur un marché avec une technologie qui sort déjà à la pointe de sa performance sans avoir rien à redire dessus. Donc en fait, je pense que c'était nécessaire de sortir ces batteries, d'en voir les limites, d'en toucher du doigt, de voir aussi les limites de sécurité, voir tout ce qui pose problème et de voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour rendre cette solution viable et performante. C'est ce qui est en train de se faire, effectivement. Yona, toi, t'en penses quoi, du coup? Non, je suis totalement en phase avec elle. C'est vrai qu'on avance toujours par itération, donc très bien. Maintenant, par rapport à la confiance, en fait, du consommateur, là, je me pose certaines questions. Quand, d'emblée, un produit sort sur le marché, on est enclin à pouvoir l'acheter. Mais très vite, quand on se rend compte qu'il y a des soucis majeurs et surtout qui touchent à la poche du consommateur, je ne suis pas sûre qu'il ait envie après de retenter l'expérience. Enfin voilà, là encore, il peut se montrer frileux, mais à voir. Bon. Il y a des grosses évolutions quand même sur le secteur de la batterie, il faut le dire correctement, oui. Il faut dire les choses comme elles sont. Les constructeurs font énormément d'efforts, il y a des vrais efforts européens pour avoir des usines de recyclage de batteries, on commence à trouver vraiment des solutions, donc oui, on peut l'imaginer. Mais, est-ce que vous voulez que je vous fasse une révélation ce soir? Une seule? Non, on veut plein de révélations. Pourquoi une révélation? C'est parce que dans les milieux autorisés, et je vais l'appeler comme ça volontairement pour vous faire un peu sourire, dans les milieux autorisés, c'est-à-dire les milieux qui sont proches du secteur automobile et de la politique et des stratégies du secteur automobile, on va dire, on commence à dire oui, mais les Chinois, ils ont une stratégie bien établie avec leur modèle électrique, c'est d'envahir le marché européen pour, on va dire, fracasser le marché du thermique, faire disparaître les voitures thermiques, là où ils n'étaient pas plus performants que les autres, alors qu'ils sont beaucoup plus performants avec leurs voitures électriques et leurs batteries qui sont en avance.
sur les constructions européennes en particulier, enfin sur les méthodologies européennes. C'est ça l'idée, donc, pour que dans 4-5 ans, ils reviennent sur le marché avec des voitures hydrogène. Alors ça, c'est une tendance qu'on entend de plus en plus dans les fameux milieux autorisés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Nicolas ? Alors, tu vois, tout à l'heure, quand on a commencé à répondre à cette question, il y a une notion qu'on n'a pas réellement évoquée. On a parlé de transition, mais on n'a pas précisé que c'était une transition, entre guillemets, obligée. Ce n'était pas une transition choisie. Et finalement, l'hypothèse que tu évoques là, ça renforce cette idée-là, effectivement. Qu'on subit la transition, mais en fait, quand tu forces quelqu'un, si c'est difficile de lui dire, de lui faire accepter le fait que ça soit une bonne idée ou pas, il faut lui laisser le choix. Voilà. Donc tu es un peu un Donald Trump martiniquais, toi, du coup. Toi, tu laisses le choix aux consommateurs du moteur qu'ils veulent pour leur voiture. Oui, je pense que ça aurait été certainement plus simple, et puis il faut accepter aussi de laisser le temps au temps. C'est vrai que je pense qu'il y a une différence entre être à l'origine de sa propre idée, de son propre changement, et être, on va dire, subir une idée. Quand on prend le choix ou on prend la responsabilité de faire un choix qui vient de nous-mêmes, même si ce choix n'est pas le bon, on arrivera toujours plus à l'accepter et à le tolérer parce qu'on a eu envie de tester l'expérience, parce qu'on est à l'origine de cette décision. Quand on nous impose quelque chose et qu'on voit que ça ne marche pas, on a plus tendance à être vers la rébellion, vers la remontrance, la frustration, en disant mais je ne voulais pas, vous nous l'avez imposé, ça ne marche pas. Donc je pense que c'est aussi un concept assez délicat qui marche pour tout type de sujet. Tout à fait. Mais même quand on veut essayer de faire changer d'avis à quelqu'un, il faut toujours essayer de lui mettre l'idée en tête pour qu'il la germe et qu'il puisse lui-même processer et être à l'origine au final de ce changement. Donc il y a des choses qu'il faut imposer, ça c'est sûr, dans la vie de tous les jours, mais pour des questions financières, technologiques, train de vie, c'est compliqué. On ne peut pas imposer à quelqu'un de faire le tri ménager. On ne peut pas l'imposer. Il faut que la personne ait la condition et la notion éthique de se dire « Ok, je le fais parce que c'est important pour moi et que j'ai envie de mettre ma contribution. » Et si demain on commence à mettre des amendes à toutes les personnes qui n'ont pas de poubelle chez eux, je pense qu'il commencerait à y avoir rébellion, soulèvement, agressivité, là où de nature peut-être que les personnes auraient fait leur transition naturellement. Ok, bon, il ne faut pas oublier dans tout ça qu'il y a la planète derrière. Parce que le problème de cette transition énergétique, c'était une prise de conscience européenne. Oui, Bien pourquoi ? sûr. Parce qu'il y avait un problème de réchauffement de la planète. Mais est-ce que vous avez tendance à faire comme tout le monde, à l'oublier un petit peu ou... Alors l'oublier, forcément qu'il y a des fois, on oublie peut-être le vrai fond du sujet et on se focus plus sur la forme. Mais je pense quand même qu'on a mis un très gros focus sur la pollution liée au secteur automobile, alors qu'il y a beaucoup d'autres secteurs qui polluent beaucoup plus et sur lesquels on pourrait être beaucoup plus restrictif. Donc, non, c'est parce qu'on est focalisé sur l'automobile, nous, dans notre émission, mais partout, il y a des efforts de demander aux entreprises, de toutes les entreprises, que ce soit l'aviation, la marine, enfin les bateaux, tout le monde doit faire, tout le monde a des objectifs pour 2035. Je ne sais pas si cette transition est aussi marquée dans d'autres secteurs que celui de l'automobile. Allez, citons les croisiéristes, les bateaux. Par exemple, ouais. J'ai pas vu beaucoup de bateaux en électrique. Hein. Non, mais ça vient tout doucement. Ça vient, il y a vraiment il y a même un ministère qui avait été créé, donc, enfin dans le ministère dans le gouvernement précédent, avant la dissolution. Il y avait une partie qui était prévue pour le maritime en fait. Alors, est-ce qu'il y a une transition guillemets toujours forcée justement pour ce domaine-là? Est-ce que oui, il y a une transition obligatoire aussi 2050. 2050. Oui, 2050. 2050. Ben oui, c'est un peu plus long, mais voilà. Donc, bon, après, ça peut se comprendre aussi. C'est quand même pas les mêmes technologies, les mêmes transports. Mais je sais pas. Il y a quand même quelque chose qui me paraît flou parce que là, on parle vraiment de mobilité, mais il y a d'autres secteurs qui ne sont pas dans la mobilité qui polluent aussi énormément. Donc déjà l'industriel en général. Donc à voir comment est-ce qu'on pourrait rendre ces secteurs-là déjà plus verts. Allez, une dernière question qui fâche, puis après on passe à autre chose. On laisse à Yona. Allez, Yona. Ah, Plutôt Yona. Allez, hop, hop, hop. Attention, Yona. Attention. Roulement de tambour. Alors, c'est pas mal.
Je peux boire un peu et conduire un peu pour rentrer chez moi, ce n'est pas si grave. Ah, on change de sujet. Hein. Bah, c'est bien. Alors, je peux boire un peu et quoi? Je peux boire un peu et conduire un peu pour rentrer chez moi. Oui, genre, je suis pas loin, Ouais, voilà, le restaurant est à Solcher, Solcher, j'habite à Terreville. 3 verres, allez, ça va. Alors, Nicolas? C'est très simple, franchement là-dessus je suis très raisonnable. Si je sais que je conduis, qui plus est, en sachant que j'ai des personnes à bord, je ne vais pas boire. Ou je vais boire un micro-verre en début de soirée. Sans parler de si t'es seul, là on va parler de manière très égoïste parce que la phrase de si j'ai des gens à bord, je ne bois pas. Encore plus si j'ai. Encore parce que plus, même seul, sincèrement, là-dessus je suis très raisonnable, il n'y a aucun problème. Ce qui me choque peut-être, qui va m'embêter un petit peu plus, c'est de savoir, alors je pense boire, etc. Et qui pense à avoir un éthylotest dans sa voiture? Qui? Oui, c'est vrai. Moi, j'en ai pas besoin parce que je bois pas. Donc, moi, j'ai pris une résolution simple. C'est quand je conduis, je ne bois pas. Point barre. Donc, après, je peux boire une coupe de champagne à midi parce que je sais que je vais prendre la voiture à 17h. Je suis chez des amis. Je sais que j'aurai pas d'alcool dans le sang. Mais moi, c'est radical. Il y a le seuil de tolérance où je le connais pas. Alors moi, je suis quelqu'un qui boit pas du tout d'alcool déjà de base parce que j'aime pas ça. Donc c'est vrai que je suis pas trop confrontée à ce genre de problème. Mais je suis quand même quelqu'un d'assez catégorique là-dessus. Je me suis même pris la tête plusieurs fois avec des amis parce qu'ils étaient en mode ça va, t'inquiète, je gère. Moi, c'est hors de question que je monte dans une voiture si j'ai un mec qui a bu, une jeune femme qui a bu. Il y en a? Non, perso, en termes de résolution, justement, 2025, et je pense que c'est même pas 2025, hein, c'était bien avant. L'alcool, c'est vraiment occasionnel et je pense que... Honnêtement, c'est vrai qu'on ne se pose pas toujours la question, je suis d'accord avec toi, quand on est tout seul. Quand on aura quelqu'un dans la voiture, on a une autre forme de responsabilité, mais c'est vrai que... La suspension de permis, elle arrive seule ou avec du monde. Hein, exact. Non, c'est juste pour dire... moi, en fait, je ne m'inquiète pas du permis, moi je m'inquiète plutôt de l'accident, parce que le permis, on s'en remet toujours de perdre un permis. Hein. On reste là-dessus, si vous êtes d'accord, on fait une petite pause pub et on revient dans un petit instant. À tout de suite. Et vous êtes de retour avec la bande AJM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. On se retrouve comme tous les vendredis avec JM et toute sa bande dans le grand talk show Automoto des Antilles. Eh bien, merci d'applaudir toutes nos chroniqueuses et tous nos chroniqueurs. Merci à vous. Et surtout, un grand merci à nos fidèles partenaires. Je parle bien évidemment de la Belle Web, de Speedy Martinique et de ses 6 centres de réparation, du Casino Batelière Plaza. Et merci à gtmag.fr. Et puis merci à nos auditeurs, ceux qui viennent manger, par exemple, qui applaudissent. On est content qu'ils soient là. J'espère qu'on ne leur prend pas trop la tête. Normalement, non. Ça a l'air d'aller. En tout cas, ça sent bon. Hein. Ça sent bon. Ils ont l'air de bien manger, hein, franchement. Bon, donc on ira voir tout à l'heure si on ne peut pas piquer une frite ou autre chose. On verra. Ok, on a fini sur une question grave. Hein. C'était on ne boit pas quand on conduit, point barre. Hein. Je veux dire, ça me paraît simple. Hein. Totalement. Donc, il faut même pas se poser la question. Direction le Consumer Electronics Show. Exact. Waouh, le CES en fait. Exactement. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu autour de la table en quoi consiste ce salon qui se déroule à Las Vegas? Oui. Non. Oui. Non. Dis-moi tout. Alors, du coup, c'est le salon des nouveautés. C'est là où on voit finalement les nouvelles technologies à venir, etc. Oui, le côté un peu avant-gardiste de tout ce qui va arriver sur le marché. Ouais. En fait, c'est exactement ça. Donc, le CES 2025 qui s'est tenu cette année à Las Vegas du 7 au 10 janvier. Donc, c'est vraiment tout récent. Et ce salon a pu mettre en lumière plusieurs tendances technologiques majeures sur différents secteurs d'activité, donc notamment l'automobile, mais pas que. Alors, on a vu essentiellement l'importance de la présence de l'IA et du côté robotique. Alors, c'est vrai que ça prend de plus en plus de place, mais alors là, ça a été vraiment sans retour.
c'est vraiment ce salon a pu mettre cette technologie en avant et voir comment on pouvait l'exploiter et l'utiliser. Alors déjà que ça faisait peur, ça fait encore plus peur, je pense. En fait, donc, l'IA a été omniprésente, elle a été intégrée dans divers produits, des appareils de santé aux véhicules autonomes. Donc, comme je dis, ça a touché plein de secteurs d'activité. De notre côté, si on parle mobilité et véhicules électriques, eh bien, on s'est rendu compte pendant ce salon que le secteur automobile a présenté des avancées significatives, notamment avec la marque BMW qui dévoile le Panoramic eDrive. Donc en fait, c'est un écran panoramique offrant des informations complètes au conducteur pendant qu'il roule. C'est prévu pour fin 2025, donc c'est quand même assez récent parce qu'on parle de cette année à venir. Honda a également introduit les modèles électriques 0 SUV et 0 Saloon, dotés de la conduite automatisée de niveau 3 et d'une interface personnalisable comme Asimo, avec un lancement attendu en 2026. Donc toutes ces personnalisations et ces avancées, ça va permettre bien évidemment de profiter au secteur automobile. On le voit depuis ces dernières années qu'il y a beaucoup de technologies qui font face, même sur le correcteur de trajectoire, sur tout ce qui est le sommeil, l'éveil. Tout ce qui est aide à la conduite finalement. Oui, voilà, exactement. Tout ce qui corrige des erreurs potentielles. Et en fait, c'est très utile, mais c'est vrai que ça fait peur aussi, puisqu'on a l'impression d'être de plus en plus assisté. Et je me posais la question si toutes ces technologies qui arrivent sur le marché, qui sont censées être une aide, et qui le sont en grande majorité du temps, ne deviennent pas également notre pire ennemi en nous infligeant un manque de perception de la route et d'attention et d'automatisme que l'on a sans aucune aide. C'est-à-dire que... Mais c'est fait pour corriger ça, normalement. J'ai l'impression que ça l'accentue aussi parce qu'on sait tellement qu'on va être assisté qu'on en devient un petit peu... laxiste sur certaines choses, quand on recule, quand on se gare en se disant je m'en fous, j'ai la caméra, j'ai le bip, mais ça n'empêche pas quand même que des voitures finissent par être embouties, ça n'empêche pas d'avoir un problème avec un pare-choc parce qu'on s'est pris une pierre, donc ça sonne. Des fois aussi, il peut y avoir des bugs techniques, qu'on se le dise aussi. Et à trop faire confiance à la technologie, est-ce qu'on perdrait pas aussi cette notion de... Je sais pas, on pose la question à Nicolas, par exemple, et puis à Yona. C'est ce que je suis en train de faire. Je pose la question. C'est vrai que, curieusement, quand on y réfléchit bien, est-ce que la technologie nous aide à devenir, à être de meilleurs conducteurs? Je suis pas bien sûr. Parce c'est ça. Là, j'ai une pensée très précise en tête, le démarrage en côte. Voilà. Aujourd'hui, on va dire, je sais pas, 60% des voitures sont équipées d'une aide au démarrage en côte. C'est le start and stop, en fait, au départ, qui permet de faire un démarrage en côte facile. Alors, qui, aujourd'hui, est sûr de réussir son démarrage en côte sans assistance? Moi. En boîte manuelle. Sûr. Voilà. Parce que je constate... Parce qu'on a appris sur des véhicules, même si je suis jeune... Donc j'ai quand même appris sur des voitures qui avec toute la direction assistée, etc. Mais je suis encore d'une génération où tous les véhicules, surtout quand on est jeune, on n'a pas le dernier véhicule, le véhicule dernier cri. Souvent, on n'a pas forcément l'aide au démarrage en côte. Je me rappelle, j'avais une petite Fiat 500, alors c'était tout mignon, mais ça reste quand même du basique. Le démarrage en côte, je peux dire que dans les montées marseillaises bien dosées, j'ai fait patiner plus d'une fois l'embrayage. Bon, tout le monde n'a pas cette dextérité, donc finalement l'aide à la conduite concernant le start and stop et le démarrage en côte, ça inclut dedans, ça fonctionne quand même assez bien. Ça rend beaucoup de service quand même. Oh oui, ça rend service. Ça évite beaucoup de chocs en fait, parce que même dans les bouchons, parfois on avait tendance à oublier d'appuyer sur la pédale de frein, on reculait sans s'en apercevoir. Surtout quand on a un téléphone à la main, par exemple, et boum, on rentrait dans le véhicule de derrière ou de devant. Bon, ça aide parfois. Mais il n'y a pas que ça dans les aides à la conduite. Il y a des choses qui sont... Par exemple, l'imitateur de vitesse. L'imitateur de vitesse, entre autres. Il y a un ami qui l'éthylotest automatique. Mais il y a eu des accidents avec ça. Il y avait eu des accidents il y a un petit moment. Ah oui, le limitateur. Avec le régulateur, non ? Oui, le régulateur de vitesse qui en fait avait... C'était bloqué, resté bloqué. C'est ça. C'est bon, ça remonte à loin. Tout ça, ouais, effectivement. Il y en a eu quelques-uns d'accidents comme ça sur l'autoroute. Alors, pour en revenir à BMW, qu'on attend avec impatience en Martinique, parce qu'elle n'est toujours pas revenue, BMW. Donc, pour l'instant, ça a un peu disparu. On a beaucoup d'informations qui sont des rumeurs. On n'a pas encore de vraies informations pour pouvoir en parler. Ouais.
Donc, mais bon, on s'attend quand même à ce que BMW revienne. Et puisque tu parlais de BMW, c'est pour ça que j'en parle. Tu parlais du panoramique e-drive. En fait, c'est un affichage tête haute panoramique 3D, donc c'est pas mal quand même. C'est intéressant. Ça veut dire que il faut vraiment jeter un œil. Bon, on pourra pas le faire tout de suite parce que les voitures sont pas encore équipées. En tout cas, pour celles qui étaient arrivées en Martinique et qui arriveront dans le futur. Celles qui arriveront dans le futur, en seront équipées. Mais il faut aller voir le système, ce qui est vraiment sympa. Il faut aller voir sur Internet en fait. Le système est vraiment efficace et sympathique. Conclusion du coup, Andrea ? Eh bien, conclusion, il y a quand même beaucoup de nouveautés qui vont arriver. Et en plus, incessamment sous peu, on ne parle pas de voitures volantes, des projets un petit peu lunaires qui arriveront dans certaines années. Là, on parle vraiment de court terme, donc c'est vraiment intéressant. Et justement, le CES 2025 a confirmé l'intégration croissante de l'IA dans les divers secteurs, tout en mettant en avant des innovations en santé connectée, en mobilité électrique et technologies émergentes comme l'informatique quantique aussi. Alors là, on est dans une autre dimension, mais c'est vraiment intéressant de voir à quel point cette IA bénéficie à tous les secteurs. Alors il y a Xpeng, comme Xpeng, je ne sais pas si tu l'as vu sur le CES, Xpeng, la marque Xpeng, donc la marque chinoise bien sûr. Oui, alors là on part sur des marques complètement chinoises qui sont encore pas très développées parce que c'est pas encore en Martinique cette marque. Alors, c'est quand même en tête des innovations. Quand même, ils présentent un véhicule donc, avec un projet qui est plutôt audacieux qui s'appelle le Ground Motorship. C'est une plateforme hybride associant un véhicule terrestre à transmission intégrale et un module aérien électrique. Bon, une sorte de drone plutôt haut de gamme contenant un passager. Et donc, on peut rouler en voiture et puis s'envoler avec un drone qui est chargé à l'arrière du véhicule, en fait. Donc, c'est intégré au véhicule. Là, on part sur des technologies qui ne sont pas encore validées officiellement sur... Alors, je vous le dis quand même, conçu pour offrir une autonomie terrestre de plus de 1000 km, le véhicule peut également recharger son module aérien jusqu'à 6 fois. Ce dernier, donc doté de 6 rotors et un cockpit panoramique, est capable de transporter 2 passagers et se pilote facilement grâce à un levier de contrôle unique. Donc ça existe, c'est sur le marché, ça y est, c'est lancé. Alors maintenant c'est en Chine. Je parle de la... Oui, mais voilà, sur le territoire français... Oui, c'est pas homologué. Pour l'instant, bien sûr, on parle pas de ça. On gagnerait du temps pour faire Fort-de-France Transilé. Mais c'est le Ground Motorship de Xpeng, donc c'était vraiment l'attraction de ce CES 2025. Avec ce module aérien électrique logé à l'arrière, le véhicule est disponible en Chine donc en 2026 et redéfinit finalement un petit peu le transport, si on voit ça. On est d'accord ou pas ? Oui. Bon. Côté assurance, si on se tourne vers Yona, parce qu'on attend Jimmy qui est toujours pas là, donc il devait normalement intervenir. Yona, Jimmy n'est pas là, on est d'accord ? On est d'accord ou pas ? Il est là, Jimmy ? Mais pourquoi il n'est pas rentré, Jimmy ? Il faut qu'il rentre sur le plateau, qu'il veut manger des Jimmy. frites. Il est où, Jimmy ? Notre ami Jimmy. Regardez comme il est beau, il est fort, il est intelligent. Des applaudissements bien forts. C'est le retour de Jimmy. On est content là-bas, Jimmy. Et oui, on attendait avec impatience depuis tout à l'heure. Merci encore d'avoir applaudi à nos téléspectateurs, on va dire nos... Il se passe quelque chose d'extraordinaire en plus, un JM. Bonsoir, Jimmy. J'ai failli, Jimmy. Merci d'être venu dans cette émission. Ça fait plaisir de te voir, Jimmy. Ça me fait très plaisir de vous revoir également. Voilà, d'avoir ton plaisir. Après l'avoir supplié pendant 1 an, c'est bien. Voilà, c'est ça. D'avoir ton avis surtout, toi qui es un pro voiture électrique, ça va être content de pouvoir débattre avec toi. Oui, j'ai hâte de pouvoir en rediscuter avec toi, tu vas voir. Moi j'ai hâte qu'il pioche la question qui fâche. Ça va être chouette. Il va piocher la question qui fâche, oui. Alors Jimmy, justement, on passe à toi. Alors on a la chance d'avoir un Jimmy qui bosse pour notre partenaire, on peut le dire, c'est Speedy, Speedy Martinique. Donc on est content de le recevoir à ce titre un petit peu à quelque part, puisqu'il comme Speedy propose beaucoup de solutions pour l'entretien des véhicules, ils ont même d'ailleurs des fiches techniques, des fiches de présentation de leur entretien finalement, qui diffusent sur Facebook, on peut les voir assez facilement. Mais comme on a l'expert de Speedy avec nous, un des experts de Speedy, il va nous, si vous êtes d'accord, il va nous donner des vrais conseils d'entretien de nos véhicules. Donc ça peut être pas mal. Et là, justement, on va parler de diagnostic électronique. Et oui, on vient d'en parler avec le CES. Les voitures sont bourrées d'électronique maintenant. Là, c'est inévitable. Automatiquement, tous les véhicules maintenant, non. Bon, je sais pas, nous on ouvre, Andrea, t'es d'accord, on ouvre des capots à longueur d'année pour filmer les moteurs, etc. Il y a des moments où on comprend un peu, il y a des moments où on comprend absolument rien. En fait, on voit un cube. Ouais, souvent on voit un cube. Et on voit 2 antennes en plexi et on se dit, mais c'est un moteur ça ?
De moins en moins de moteurs, effectivement. Ça explique toute la complexité des garagistes aujourd'hui qui doivent se former impérativement à cette électronique. Et donc Speedy en particulier propose donc des diagnostics électroniques. Donc ça consiste en quoi, Jimmy, du coup, alors ? Alors, le diagnostic électronique, il identifie en fin de compte la source du problème, que ça peut être un capteur quelconque qui soit défectueux, l'injecteur d'un moteur qui peut être obstrué, ou même un problème de bougie d'allumage. Une question quand même que je te pose, le diagnostic, on le fait parce qu'on a un problème ou on le fait pour avoir justement le diagnostic ? Alors, ce que je veux dire, est-ce qu'on est obligé d'avoir une panne pour le faire ? En règle générale, oui, la plupart des automobilistes souhaitent avoir un diagnostic de leur véhicule parce qu'ils ont un voyant au tableau de bord. C'est ça. Un voyant soit de couleur orange ou rouge qui inquiète forcément à tous les coups. Et donc à ce moment-là, on va voir un spécialiste pour savoir d'où provient le souci. Alors quand on n'arrive pas à déterminer mécaniquement d'où vient le problème, on passe par un outil électronique que l'on branche sur le véhicule et celui-ci va aller checker les différents calculateurs de celui-ci pour nous dire, pour nous donner des informations, d'indications sur le problème. Donc ça veut dire que sur les 6 centres de Speedy, tu as un type... 7 maintenant. 7 maintenant, pardon. 7. Oui, alors le 7e, il est où donc ? Le 7e est au Lorrain. Au Lorrain. Au quartier Séguineau. On fera le point avant que tu partes, voilà, enfin avant que tu finisses ta chronique. Mais donc ça veut dire qu'il y a 7 mecs capables aujourd'hui de faire du diagnostic dans les 7 centres, en fait. Oui, ou alors c'est quelqu'un qui se déplace en fonction Non, il y a chaque collaborateur dans chaque centre Speedy est en mesure d'utiliser l'outil de diagnostic. Il y en a un par centre. D'accord. Et dans cela, chaque automobiliste peut avoir justement le check électronique des défauts de son véhicule, des défauts électroniques de son véhicule. Et donc, alors les pannes, alors globalement, les pannes, tu me disais des voyants, etc., mais les pannes électroniques, c'est quoi ? Est-ce qu'on les a répertoriées ? Est-ce que Speedy, je sais pas, moi, a fait des statistiques sur ça ou pas ? On sait à peu près le nombre de pannes qu'il y a ou le type de panne qu'il y a ? Alors le nombre, ou ça varie sûrement. Le nombre de pannes peut-être pas, mais elles sont un peu diverses et variées suivant les véhicules. Après, il y a on va dire qu'il y a des dysfonctionnements communs. On va dire presque quelle que soit la marque, en tout cas pour les véhicules à moteur thermique et certains hybrides, ça peut être dû à un défaut de freinage. Parfois, les clients viennent nous voir en disant qu'ils ont soit le voyant ABS ou ESP qui s'allume au tableau de bord de façon simultanée. Ça peut être dû effectivement à un capteur lié au freinage. Oui. Ça arrive assez souvent. Ensuite, ça peut être un capteur de surchauffe moteur, de capteur de pression de pneus également, puisque la majorité des véhicules actuellement ont des capteurs qui détectent le sous-gonflage du véhicule. Donc ça l'informe. Oui. En général, c'est ce type de petit dysfonctionnement-là. Après, quand c'est plus poussé, nos recherches vont un petit peu plus loin et à partir de là, on le complète par un diagnostic mécanique. D'accord, ok. Voilà. Bon, c'est quand même relativement top, c'est sécurisant finalement quelque part. Surtout que dorénavant, sur vos centres, vous avez aussi la capacité de faire des révisions constructeurs maintenant. Je crois que c'est tout ça. À fait, absolument. Les révisions constructeurs, pour celles-ci, on se base sur les préconisations fournies par le constructeur. On a des logiciels informatiques adaptés qui donnent les différentes opérations à faire en fonction du kilométrage du véhicule. Et toutes les interventions qui sont faites dans les centres Speedy respectent justement ces préconisations constructeurs. Alors, une chose qui nous intéresse particulièrement dans l'émission, parce qu'on en a parlé presque depuis le début avec notre histoire d'association entre Elon Musk et puis... D'ailleurs, on ne sait pas trop qui dirige les USA aujourd'hui. Hein. Est-ce que c'est Elon Musk ou est-ce que c'est... je pense que c'est les deux. Le général Patton. Non, pas Patton, pardon. Comment il s'appelle déjà Donald. Est-ce que c'est Donald ou est-ce que c'est Elon? Je pose la question. Je pense que c'est un binôme. C'est un binôme présidentiel. Ah oui, totalement. Oui, et en même temps, comme disait un groupe connu, Neg Marron, c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la Terre. Donc voilà. Peut-être un petit peu Elon quand même. Alors, en se retournant encore vers Jimmy, parce qu'il y a une question qui nous pose question souvent, c'est le problème des émissions polluantes. Donc là aussi, le diagnostic électronique, il a son importance. Tu peux peut-être nous identifier, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. C'est le retour de JM. C'est la question qui fâche, qui me trotte.
Qu'est-ce qu'identifie finalement le diagnostic concernant les émissions polluantes? Et quels sont les problèmes qui sont détectés finalement quelque part? Celui-ci identifie les composants qui sont responsables des émissions excessives. Et donc on propose des solutions pour justement rétablir le bon fonctionnement du moteur après avoir effectué le diagnostic électronique. Parce que c'est souvent que je me fais doubler sur la rocade par des voitures qui crachent des fumées noires. C'est plus aussi vrai, JM. Arrête. On va pas s'entendre. C'est plus aussi noir, bourré d'inox. Non, c'est plus aussi vrai. C'est plus aussi vrai. Non. Parfois, quand je suis avec Andrea, qu'on est ensemble, qu'on va soit en clientèle ou en essai, parfois Andrea est pleine de fumée, de suie. Ouais. Non, après une demi-heure de 3 quarts d'heure de... Bon, je plaisante. Non, mais sérieux, ça aide quand même à beaucoup. Ah oui, ça aide absolument. Régler votre moteur, faites régler votre moteur, c'est important. Il y en a tellement des voitures, on voit en côte, elles fument, c'est hallucinant. Vous savez quand même qu'en Martinique, on a un des parcs automobiles les plus renouvelés. Ah non, aussi. Les plus renouvelés. Ah non, les plus renouvelés. Vraiment. Ah ouais. On a une voiture neuve sur presque 3, j'ai envie de dire 3,5, 4. Donc on a quand même un très bon... À ce point, ah oui, parce qu'on a quand même... Et après on a les bras de Jack. Donc on a les extrêmes. Mais on a beaucoup de VHU. Et encore, ça a beaucoup changé en 20 ans. Hein. Il y a 20 ans, quand je suis arrivé, moi, il y en avait de partout. Mais là, ça a changé quand même, on n'en voit presque plus. Franchement, il y a eu des gros efforts de fait au niveau des VHU, honnêtement. On continue là-dessus ou pas? Concernant les problèmes électriques aussi, pareil, vous êtes très fort là-dessus. Speedy, vous êtes capable aussi, concernant, je sais pas, les problèmes de batterie, etc., de détecter justement une panne potentielle. Si la batterie devient faible, vous pouvez savoir à l'avance. Imaginons que Yona vienne pour faire changer les 2 pneus avant. Si elle fait un diagnostic électronique, on pourrait lui dire attention, votre batterie dans quelques semaines, c'est fini. Vous n'allez pas pouvoir démarrer pour le boulot, en gros. Ça fait partie des états de vérification qui sont faits dans les centres Speedy. Chaque automobiliste qui emmènera son véhicule dans un des 7 centres pour une opération mécanique quelconque, son véhicule sera checké par nos techniciens et ils feront le tour de l'ensemble du véhicule, dont le test de charge de la batterie, qui va déterminer si celle-ci est à charger, à remplacer. On sort un petit document qui indique l'état de charge de la batterie, son état de santé. Et à ce moment-là, on propose à l'automobiliste de remplacer ou pas sa batterie. Alors, il faut savoir que dans les centres Speedy, on a des batteries pour tous les types de véhicules, majoritairement actuellement les véhicules équipés de la technologie du Start and Stop. On applaudit, si vous êtes d'accord. Notre ami Jimmy, bravo encore pour ton retour. On est content de t'avoir avec nous. C'est partagé. Rappelle-nous quand même rapidement les 700, tu les as de mémoire ou pas? Ah oui, bien sûr. Donc, alors, Schulcher où tu es, si on a envie de te voir. Madame. On peut dîner avec toi, déjeuner avec toi à midi s'il faut. Sur rendez-vous. Sur rendez-vous, voilà, bien sûr. Alors, donc Schulcher. Alors, on a celui de la Galeria, sur le parking de la station Vito, en face de la Galeria. On a celui de Place d'Armes. Oui. Ensuite, on a celui de Ducos, Trinité, Rivière-Salée, et le dernier qui a ouvert officiellement il y a à peine un mois, là, au Lorrain. Je suis impardonnable parce que je viens d'aller au Lorrain, tu vois, et je suis tombé dessus. Bah oui, parce que je suis allé chercher ma chienne qui était chez sa gardienne, et je suis tombé sur le centre Speedy, donc j'aurais dû le savoir. Au centre Speedy. Bon, maintenant, il y en a 7. On fait une petite pause publicitaire et on revient dans 3 minutes. On garde Jimmy avec nous. On revient dans 3 minutes pour la question qui fâche. Ouais, pour la question qui fâche. Bah ouais, forcément. À tout de suite. Vous êtes de retour avec la bande AGM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza et on se retrouve comme chaque vendredi soir avec JM et
toute sa bande. Et l'excellent restaurant L'Arrobase, vous pouvez venir dîner et assister à cette émission. Voilà. Exactement. Donc surtout merci à nos partenaires Label Web, Speedy Martinique et ses 7 centres de réparation. Merci au Casino Batelière Plaza et merci à gtmag.fr. Allez, on est super en retard et on va faire plaisir à Jimmy. C'est lui qui va lire la question qui fâche. Tiens, pardon. Voilà. Tu touilles si tu veux. Tu regardes pas surtout. Tu choisis une question. Je choisis au pif. Tu choisis vraiment au pif. Oui, comme tu veux. Mais c'est la question qui fâche. Parce que je veux vraiment une question qui fâche. Ah oui, vraiment, ça fâche vraiment. Et surtout toi, Jimmy. Alors, il y en a au moins 5 qui doivent t'énerver vraiment. Donc, touille bien. À la dernière émission, je me rappelle qu'on s'était bien embrouillé. Par contre, je récupère la boîte. Il a pioché tout de suite. Je récupère la boîte pour pas qu'il y ait de tricherie. Voilà. Alors. La question qui fâche. Ah ouais. Ça fâche ou pas Ça fâche? Oui, ça fâche. Vas-y. Alors, les hommes préfèrent les grosses voitures. Il l'a bien dit en plus, parce qu'il ne la connaissait pas à l'avance. On l'a pas. Bon, alors, les hommes préfèrent les grosses voitures. Alors, ça veut dire, la question induite, c'est est-ce que les femmes préfèrent les petites voitures citadines, faciles à garer, pratiques, on va dire, pour la vie de tous les jours et aller au travail, faire les courses, etc. Et au contraire, est-ce que les hommes préfèrent les grosses voitures, les gros SUV, les gros... ou est-ce que c'est l'inverse? Il n'y a pas de notion de puissance, là. C'est juste de taille. Ah oui, il n'y a que 2 tailles. Ah bah non, les deux vont avec. Nico, Nico, on va pas s'entendre non plus. En sous-entendu, une grosse voiture est une voiture puissante. Il n'y a pas de sous-entendu dans cette question. Il n'y en a aucun. Non, la question est posée clairement. Il va la reposer, Jimmy. Il va la reposer, Jimmy. Les hommes préfèrent les grosses voitures. C'est pas compliqué, c'est une question simple. Faux. Faux? Pourquoi alors les hommes préfèrent pas les grosses voitures? Dans le sens qu'on a les stats et on sait que les femmes sont très intéressées par les SUV, donc le petit côté smart, voiture compacte, ça marche pas. D'ailleurs on le voit, on n'a même pas smart par exemple ici dans les Antilles, et même les petites voitures comme Fiat 500 qui est très mignon, très féminin, on n'en voit quasiment pas en Martinique. Donc, il y en a quelques-unes quand même. Andrea, on va pas s'entendre non plus. Ouais, mais on va pas s'entendre. Alors je suis d'accord quand même que c'est des voitures qui sont quand même bien plus féminisée. Je suis d'accord que c'est quand même une voiture qui est plus prédestinée pour la femme. D'ailleurs, leur marketing, la Fiat 500 par exemple, d'ailleurs le marketing passe essentiellement sur ce côté très custom, etc. Mais les femmes sont quand même très attirées par les SUV. Par exemple, je parle pour moi, je suis très attirée par les SUV. Je préfère un SUV qu'une berline ou même. Pourquoi du coup? J'aime l'espace que ça donne, j'aime la sécurité du véhicule, j'aime être en hauteur et je trouve ça bizarrement plus maniable que certaines petites voitures. Alors, il faut savoir que ce que dit Andrea, ça correspond à 78% de ce que se pensent les femmes en Martinique. Alors après, est-ce que les femmes et les hommes peuvent penser pareil aussi? Parce que ça ne veut pas dire que les femmes aiment les grosses voitures, que ça empêche les hommes de les aimer aussi. Alors, Yona, toi qui vas... Juste pour finir, je pense que les hommes préfèrent les voitures puissantes aux grosses voitures. D'accord, bon, pourquoi pas. Yona, puisque toi tu vas changer de voiture peut-être, là tu nous disais ça. Oui. Alors est-ce que tu as choisi une grosse voiture, un gros SUV ou une petite citadine ou une intermédiaire? Alors pour l'instant, toujours en réflexion, mais j'avoue que je suis plutôt orientée SUV. Ouais. Pour les mêmes raisons, le côté sécuritaire, le côté confort véritablement. Se dire que le plus souvent, on est en Martinique, il y a des embouteillages. Et se dire que voilà, on est. Ce côté confort, tu ne le trouverais pas dans une berline ou une petite citadine. Mais en tout cas, pour rebondir sur la question, je dirais que tout dépend de l'homme. Aussi, peut-être. Voilà. Il y en a, sort. Tout dépend de l'homme. Il y a des hommes qui, effectivement. Alors, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts, mais effectivement, qui sont plutôt portés par. On parlait de puissance, du statut social, etc. C'est encore très ancré dans notre société antillaise. Et puis, il y a des hommes qui s'en fichent royalement et qui sont là pour le côté pratique. Voilà. Mais je pense vraiment que la puissance rentre en compte parce que demain, on donne une Porsche 911 à un homme, c'est le plus heureux et pourtant, c'est pas un SUV. Bon, de toute façon, ici, on sait qu'une voiture sur 3 est un SUV, quoi qu'il arrive. Donc, Nicolas, toi, tu as décidé autre chose. Tu as carrément une petite voiture partagée que tu partages avec tes voisins, tes amis, c'est ça? Alors, pas du tout. Alors,
Déjà, j'ai cru. J'ai bien noté que Yona préfère les grosses. Ça, c'est une première chose. Non, mais... Alors, pour les auditeurs qui arrivent sur la radio, on parle bien d'automobile, hein, je tiens à préciser. Pour les auditeurs qui arrivent à la radio avec des enfants en bas âge dans la voiture, c'est bien de le voiture, bien évidemment. On dira les voitures confortables, merci. D'accord, une voiture. J'aime les voitures très très confortables, c'est noté. Alors, on s'y sent bien. Rapidement, parce qu'il faut qu'on passe à la chronique, rapidement. Mais je pense un peu comme Yona, finalement. Est-ce que la voiture n'est pas un signe de réussite sociale quelque part ça l'a toujours été. Voilà. C'est un signe ostentatoire. C'est un symbole social. J'ai pas le mot, je l'ai perdu. Mais ça permet de classifier, de catégoriser aussi les personnes. Toi, tu roules avec cette marque. On te met dans cette tranche-là. Tu roules en SUV. Donc, finalement, tout ce que l'Europe voudrait supprimer, finalement, quelque part. Hein, exactement. L'Europe veut que la voiture soit partagée, partageable, qu'elle soit plus un objet personnel, qu'elle soit plus petite. Avant que ça arrive, moins de poids, plus petite. Certaine. Je vous rappelle qu'on a des taxes cette année 2025 sur le poids, qu'on a des taxes bien sûr de CO2 au kilomètre. On a des grosses taxes quand même sur le poids. Ça va aller jusqu'à 90 000 € en 2030. Quand vous allez acheter une Porsche en 2030, alors je cite Porsche, les pauvres, mais BM, c'est valable pour Mercedes, etc. Vous aurez des taxes qui vont aller jusqu'à 90 000 € par véhicule. Quand vous allez acheter une voiture, vous allez acheter 2 voitures, voire 3 parfois. C'est juste pour dire, hein. Moi je suis pas pour, je suis pas contre, je dis juste que l'État veut autre chose. Je pense que malheureusement il va y avoir, c'est obligé, il va y avoir des failles et certaines personnes vont arriver à trouver la faille et vont arriver à contourner ce problème-là. Bon, on va voir. En tout cas, pour assurer ces voitures-là, qu'elles soient grosses ou petites, il faut des assurances. Alors en 2025, qu'est-ce qu'on dit alors ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil de la part de Yona ? Moi je suis plutôt contente parce que ça veut dire que vous suivez mon épopée, ok ? Oui, tout à fait. Donc par rapport à ça, venez avec moi dans mon aventure, on plonge dans l'assurance auto. Alors bien sûr, au niveau des compagnies d'assurance, il y en a pléthore. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, elles sont de plus en plus personnalisées et personnalisables. Alors, bien évidemment, pour choisir celle qui vous convient, des éléments clés. Premièrement, vérifier les caractéristiques de votre véhicule. C'est sûr qu'on ne sera pas sur les mêmes éléments, les mêmes orientations qu'on ait une voiture neuve, qu'on ait une voiture ancienne ou même de collection. Donc on va se dire que si on est sur une voiture assez récente, effectivement, on ira du moins sur une assurance tout risque. Deuxièmement, on va faire attention aussi à notre profil de conducteur. On essaie d'être assez réaliste quand ça concerne un jeune conducteur. C'est différent de quand, effectivement, on a l'habitude des routes. Donc, l'assurance auto n'aura pas les mêmes attentes ni même les mêmes tarifs à ce moment-là. Donc, il faudrait plutôt se tourner vers une formule, tout simplement. On parle toujours d'adaptation, de personnalisation, qui correspondent aussi à notre expérience, mais aussi à notre budget. L'assurance adaptable, en fait, en fonction de ses besoins réels, en fait. Il faut bien estimer, en fait, avant de prendre une assurance, il faut bien estimer qu'est-ce qu'on va faire avec son véhicule. Et puis les garanties. Quel est notre style de conduite ? Est-ce qu'on est agressif, pas agressif, éco-conduite ou pas ? Pour essayer d'ajuster son assurance et gagner de l'argent un peu sur le prix de celle-ci. Totalement. Et puis aussi, au niveau des garanties, il y aura tout ce qui est franchise, plafond d'indemnisation ou encore garantie essentielle. Donc, on parlait de garantie tout risque. Voilà, donc là, il y en a 3, en fait. Voilà, c'est ça. Oui, totalement. Donc, on a les garanties essentielles. On a les garanties personnelles et puis les garanties spécifiques. Alors, les garanties tout risque, garantie personnelle conducteur et les garanties spécifiques. En fait, c'est ça les 3 grands axes sur lequel il faut travailler. Totalement. En termes de garantie touristique, tout risque du moins. Pourquoi je suis touristique, pourquoi bizarre, pas en fait, Assurance spéciale touriste. Je sais pas, on a parlé de bateaux de croisière et puis voilà, je suis restée coincée dessus. C'est peut-être ça. Mais en termes de garantie tout risque, effectivement, ce sera la formule qui sera idéale pour ceux qui souhaitent une couverture maximale. Elle prend en charge les dommages causés au véhicule, mais également... même si en fait vous êtes responsable de l'accident. Et puis elle offre aussi une option sécurisante, surtout pour les voitures neuves ou de grande valeur. En termes de garantie personnelle du conducteur, c'est pour le corporel, ça aide à s'assurer sur le corporel. Totalement.
Et puis, ça inclut tout ce qui est frais médicaux, les frais d'hospitalisation également. Et puis, on peut compenser aussi en termes de perte de revenus en cas d'invalidité. Et pour terminer, on parlait de garanties spécifiques. Donc, c'est une option qui va permettre d'ajouter différentes garanties à votre contrat. Elle dépend de nos besoins, en fin de compte, tout simplement. Ce qu'on veut dire par là, Yona, et c'est bien, c'est que finalement, quand on achète sa voiture, on est pressé de l'assurer. Donc, on va signer un contrat très vite. On dit, voilà, la voiture, c'est tel modèle, donnez-moi un prix, voilà, c'est 1 100 € pour l'année. Et on a tendance à pas lire on a tendance à pas adapter son assurance au véhicule qu'on est en train d'acheter, et ni à ses besoins réels en fonction de son utilisation. Ce que nous dit Yona, c'est que non, il faut prendre du temps, s'arrêter avec l'assurance, discuter avec son agent d'assurance et voir quelles sont les options qu'on veut mettre dans ce contrat. Il y en a qu'on peut supprimer et il y en a qu'on peut rajouter. Quelque part, le piège, c'est que généralement, on assure son véhicule au moment où on l'achète. C'est aussi ça, le piège. C'est ça. J'ai besoin de rouler avec, il faut une assurance, on fait ça en 5 minutes. Moi, je sais que j'ai toujours couru pour une assurance. J'avais la voiture, il fallait que je cours pour une assurance. Donc, je ne regarde pas, je signe, je vais vite. En fait, non, il faut réfléchir un peu plus et puis voir quelles sont les garanties. On manque de temps. On avait la question, normalement, qui fâche. André, on est obligé de la faire sauter. On verra si on peut la faire à la fin. Parce qu'on voudrait parler un petit peu du Paris-Dakar. Bah oui, là, Andrea. En plus, elle s'est endormie parce qu'il n'y a pas de question qui fâche. Donc, elle s'est endormie depuis tout à l'heure, Andrea. Elle répond même pas, tu vois. Donc. Je suis en sommeil. Bon. Je me tais. On a de la chance d'avoir Nicolas, Jimmy, qui est allé au Paris-Dakar. Alors figure-toi il n'est pas allé à Paris et il n'a pas vu Dakar. Oui, et alors pour avoir la sensation du sable, je suis allé aux Salines faire cette chronique. Bon, alors, pour la petite histoire, le mois de janvier, comme vous avez constaté ici, n'était pas terrible. Donc on va embarquer ensemble pour un voyage palpitant au cœur du désert saoudien. Le Dakar 2025, ce n'est pas seulement une course folle à travers les dunes, c'est aussi une aventure médiatique accessible à tous. Imaginez 440 véhicules, 70 nationalités, des paysages à couper le souffle. Et vous confortablement installé dans votre canapé, vivant chaque instant de cette épopée grâce à une couverture télévisuelle exceptionnelle. Non mais vraiment, Donc, c'est incroyable. C'est le seul événement que je connaisse, à part le foot américain, et peut-être le foot, mais c'est même pas sûr. Le foot, il n'y a pas autant de télé et autant de peut-être autant de la pays. Ligue des Champions, la Coupe du Monde, ouais, mais c'est pas sûr. La Coupe du Monde sûrement, voilà, mais c'est tout. Ouais. Donc du journal télévisé aux émissions spéciales en passant par les plateformes numériques, le Dakar s'invite sur 70 chaînes à travers le monde pour un total de 2600 heures de diffusion. Donc on peut citer Sky News, LN24 en Belgique, ESPN en Amérique du Sud. Les diffuseurs se bousculent pour vous faire vivre une course, pour vous faire vivre l'intensité de la course. En France, on a la chaîne L'équipe qui, en période de Dakar, sort les gros moyens. Donc, après un succès retentissant l'an dernier, la chaîne L'équipe met les bouchées doubles avec 100 heures de programme dédié. Au menu, des analyses pointues avec Luc Alphand et Daniel Lélina, arrivées en direct, des images exclusives, des coulisses, de quoi satisfaire les passionnés les plus exigeants. France Télévisions et Eurosport aussi, ils vont à cœur joie. Donc France Télévisions qui reste fidèle avec tout le sport, Stade 2 et des sujets quotidiens sur France Télé. Quant à Eurosport, la chaîne offre 3 heures de direct par jour dans 63 pays. Bon, forcément, c'est un dispositif, comme vous l'avez compris, qui est hors norme pour vous faire vivre le Dakar au plus près. Plus de 600 journalistes, photographes et caméramens sont mobilisés. Hélicoptères, véhicules tout-terrain, caméras embarquées, une véritable armée au service de l'image. Et grâce à ça, est-ce qu'on sait qui a gagné ? Mais en tout cas, on ne sait pas qui a gagné, tu vas nous le dire, mais on sait qui a perdu. Parce que notre ami Sébastien Loeb déclare qu'il est condamné à l'échec dans ce Dakar et il a la poisse, il le dit. Puis il a fait un tonneau gigantissime avec sa voiture et donc il a arrêté à la deuxième épreuve, je crois. Dès la troisième. Avec la Dacia ? Ah ouais. Stop. Il a arrêté quasiment tout de suite. Je sais, il fallait préciser, mais je vais vous le préciser pendant que tu nous donnes les résultats du coup. Oui. Alors en tête, on a Al Rachi avec sur Overdrive Racing en 52 heures, 52 minutes et 15 secondes. Et ce qui voilà. Bravo à lui. Le plus épaté, c'est le décalage finalement avec celui qui est arrivé en tête sur la partie moto, qui est Sanders, c'est un Australien qui était sur Red Bull KTM Factory Racing, qui lui a fini le Dakar en 53 heures, 08 minutes et 52 secondes. Finalement, il n'y a même pas une demi-heure d'écart entre les autos et les motos. Bon, voilà quoi. Bon, Sébastien Loeb, en fait, il avait un problème de ventilateur sur sa voiture. Donc, le ventilateur ne marchant pas et la chaleur étant extrême, quand il montait les dunes, il était obligé de s'arrêter en haut de la dune pour faire refroidir le moteur.
et repartir au bout d'un certain temps. Du coup, il a fini par faire un tonneau. Il me semble qu'il y avait 3 ventilos. Ouais, 3 ventilos, il y en a 2 qui ne marchaient pas, je crois, ou voilà, etc. Mais bon, le Dakar, quand même, une couverture extraordinaire. Ça te fait sourire, Jimmy? Ça me fait sourire parce que Dacia, il est surchauffe. Bon, voilà. Enfin voilà, j'en dis pas plus. Mais vous savez qu'on est déjà arrivé au terme de... Merci pour cette petite aparté, Jimmy. On est déjà arrivé au terme de cette émission. Et ils vont trouver le problème là, du coup. Il ne s'arrête plus. Merci à vous toutes, merci à vous tous d'avoir suivi ce soir les experts automoto sur Maxi Martinique en simultané vidéo sur gtmac.fr. Ce week-end, retrouvez tout le sport avec RMC Anti diffusé sur Maxi Martinique. Et dès lundi matin, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe avec son invité politique du jour, souvent politique. Et juste après, le Super Moscato Show. Et entre deux émissions, retrouvez l'Instant Auto, présenté par moi-même, Jean-Marc, donc avec plaisir, à 7h05 à 8h05. À vendredi prochain, 19h. Bon week-end à tous. Bon week-end. À vendredi. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye.